Viala. Merci Madame la Présidente. Alors Monsieur le Ministre, ce point finalement est le point dur du débat actuel sur la loi Pacte. Il a d'ailleurs fait l'objet du blocage de la commission mixte paritaire, puisque si le gouvernement avait accepté de revenir sur sa position initiale, que le Sénat d'ailleurs avait défaite, probablement que nous ne serions pas là dans cette deuxième lecture, puisque la commission mixte paritaire aurait abouti. Et donc, nous sommes aujourd'hui c'était quand même l'objet d'une discussion âpre, et je vois monsieur le rapporteur contredire mes propos, mais je pense vraiment que nous aurions certainement trouvé un terrain d'entente si ce point dur avait été évacué de la discussion de la CMP. Quoi qu'il en soit, ça n'est pas le cas, et donc je voudrais soulever 3 points. Le premier, c'est que sur le plan du texte et de ses objectifs, finalement, cette question de la privatisation des aéroports de Paris n'a rien à faire dans la loi que vous présentez. Et nous comprenons bien, les uns et les autres, que si elle y est, c'est uniquement parce qu'on est à la recherche d'un équilibre budgétaire et que cet équilibre budgétaire se fait au prix de la cession de bijoux de famille, pour le dire un peu trivialement, que sont les aéroports de Paris. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la discussion est un peu biaisée, puisque nous ne sommes pas dans l'axe du texte de la loi Pacte. Le deuxième point que je voudrais faire, c'est que il y a quelques exemples malheureux de privatisation d'aéroports. Il y en a un en France, dans ma région d'Occitanie, qui est celui de l'aéroport de Toulouse, privatisé il y a quelques années, cédé à un groupe chinois qui, de toute évidence, est en train de le céder à nouveau. Et donc, nous avons pu observer les déboires de ce choix stratégique sur un aéroport qui est de moindre importance par rapport à ceux de Paris, mais qui par contre a une importance capitale pour la région Occitanie, pour le sud-ouest de la France et pour le sud de la France. Et des enjeux qui sont assez voisins d'ailleurs de ceux que soulignaient les deux collègues concernés dans l'Essonne par les éventuelles nuisances qu'engendreront les orientations que nous sommes à la veille de prendre, puisque l'aéroport de Blagnac est effectivement appelé à s'agrandir, c'est déjà beaucoup agrandi, et qu'il y a des enjeux avec les populations environnantes. Donc je crois que ce simple fait devrait appeler à beaucoup de prudence de la part du gouvernement, s'agissant en plus d'aéroports de Paris, qui sont effectivement des plateformes extrêmement importantes pour notre pays et plus généralement pour la desserte européenne, en particulier à Roissy. Le troisième point que je voudrais faire, c'est qu'on touche là à un sujet d'une gravité très très importante. Aéroport de Paris est un enjeu stratégique. Je ne vois pas comment, au détour d'une loi dédiée à assouplir les règles de l'économie française, on peut comme ça décider de le céder à un privé. Il y a derrière des questions de sécurité nationale qui sont particulièrement prégnantes ces jours-ci et aujourd'hui au lendemain d'une nouvelle attaque terroriste. Qui ne se fait pas cette réflexion en transitant par les aéroports que déjà les parties cédées à des privés dans la logistique aéroportuaire pose question. Moi, je m'interroge 2 fois par semaine quand je passe dans les aéroports pour venir ici à l'Assemblée sur le fait que ce sont des compagnies de sécurité privées qui assurent le contrôle des bagages, le contrôle des passagers, et que on se demande, selon les heures auxquelles on passe, comment la garantie de la sécurité des passagers dans les aéroports est parfaite ou pas. Donc il me semble qu'on a une question stratégique à se poser. On a effectivement, comme le soulignait mon collègue il y a quelques minutes, la question de la place de notre compagnie aérienne française et au-delà aussi de l'avionneur européen Airbus, qui sont très liés à la situation des aéroports nationaux et en particulier d'ADP. Et puis, on a cette question, bien sûr, de la maîtrise des évolutions de ces plateformes aéroportuaires, foncières, en termes de nuisances sonores, en termes de règles d'exploitation, sur lesquelles je ne doute pas que les questions ayant été posées par des collègues de la majorité, vous allez apporter, monsieur le ministre, des éléments de réassurance, mais la réassurance que nous obtiendrons de votre bouche aujourd'hui, sans la remettre en cause du tout,
doit ensuite être tenu sur la longueur du contrat d'exploitation qui sera confié aux privés qui seront titulaires des licences, et je pense qu'on a vraiment des inquiétudes à avoir. Donc pour toutes ces raisons, pour ce qui me concerne, je ne peux pas imaginer voter favorablement le texte si cette disposition de la cession des aéroports de Paris reste à l'intérieur. Merci, Monsieur Viala. Le deuxième point qu'il faudrait souligner concernant que vous avez évoqué concernant la privatisation de Aéroports de Paris, il porte un petit peu sur le fait de dire que Aéroports de Paris n'a rien à faire dans ce texte et que ce n'est pas l'objet de ce texte. Mais peut-être pour vous rappeler comment on peut être découpé le texte, il y a toute la première partie qu'on est en train d'évoquer sur la création, la transmission, la vie de l'entreprise. On a une deuxième partie qui porte sur le financement, le chapitre 3 et 4 qui porte sur le rôle de l'entreprise dans le 21e siècle, et il y a la partie pour laquelle je suis rapporteur et qui concerne le sujet du développement d'une nouvelle politique industrielle de l'État. Cette politique industrielle, elle s'articule autour de 3 grands axes. Renforcer la protection de notre innovation, favoriser le financement de notre innovation, et ça passe notamment par la création du fonds pour l'innovation de rupture et donc par la privatisation d'Aéroports de Paris, et enfin protéger davantage nos investissements stratégiques. Ce qui m'amène peut-être à du coup venir plus au fond sur les sujets de la privatisation d'Aéroports de Paris et les différentes mesures qu'on a prises pour renforcer le rôle de régulateur de l'État. C'est un choix de politique publique, effectivement, de dire on va privatiser Aéroports de Paris parce que dans la majorité, avec le gouvernement, nous sommes persuadés qu'aujourd'hui, l'État, il peut avoir un rôle qui est plus efficace en tant que régulateur plutôt qu'en tant qu'actionnaire. Et donc, c'est pourquoi on fait le choix de se retirer. Mais, Monsieur Jumel, vous pouvez ne pas être d'accord, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, l'État sera plus régulateur qu'il ne l'est. L'État sera plus régulateur que ce qu'il ne l'est aujourd'hui. Laissez-moi finir, s'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu. L'État sera plus régulateur puisque nous avons renforcé les dispositions en la matière. Et je prendrai peut-être juste Alors, un exemple. Laissez juste la rapporteure, si ça ne vous dérange pas, finir ses propos. On aura le temps d'y revenir. Je vous remercie. Je répète, merci de laisser la rapporteure thématique finir ses propos. On s'est tous écoutés. Chacun interviendra juste après. Je vous remercie. Peut-être pour prendre juste un exemple concret qui explicitera cette notion de régulation, c'est que la loi de 2005, aujourd'hui, elle attribue ad vitam aeternam à Aéroports de Paris l'organisation et la gestion de l'aéroport de Paris. Et avec cette loi qu'on prend sur la privatisation d'Aéroports de Paris, on permet à l'État de redevenir actionnaire d'Aéroports de Paris au bout de 70 ans. C'est un changement majeur en la matière. Il y a un nombre de plusieurs dispositions de renforcement qui ont aussi été adoptées dans le cadre du texte. Il y a tout d'abord sur les missions régaliennes. On a rappelé que les missions ne bougeaient pas puisque l'État sera toujours chargé du contrôle des frontières. Si on prend le cas des douaniers, ils seront toujours des acteurs majeurs dans la lutte contre le trafic des stupéfiants. Et puis on a rajouté aussi, notamment en ce qui concerne le cahier des charges de l'exploitant, un certain nombre de contraintes. Par exemple, la possibilité pour l'État d'imposer des investissements, la possibilité pour l'État le fait de donner un agrément aux principaux dirigeants opérationnels d'Aéroports de Paris et aussi de leur retirer cet agrément. On a garanti la protection de l'environnement et des conditions des salariés, et d'ailleurs grâce au rôle actif d'un des membres du groupe GDR. Et on travaille encore aujourd'hui, et c'est tout le bénéfice de cette deuxième lecture, à la prise en compte des riverains des aéroports. Et puis enfin, on a mis des dispositions qui permettent de résilier le gestionnaire en cas de faute grave. Madame Lebec, monsieur le rapporteur général. Très rapidement, peut-être quelques réactions complémentaires à ce que vient de partager avec vous notre rapporteur. D'abord, certains d'entre vous s'interrogent sur le fait de savoir si on fait ça pour désendetter, financer un fonds d'innovation, revoir le rôle de l'État. On fait les trois en même temps. Et je pense que c'est la beauté du processus qui est prévu aujourd'hui. On va à la fois, en même temps, désendetter l'État français, dont on peut reconnaître qu'il l'est quand même plutôt énormément. On va en profiter pour financer un fonds d'innovation de rupture.
Et on va aussi revoir en profondeur le rôle d'un État stratège, innovant, protecteur au XXIe siècle, qui va certes laisser la collecte de dividendes commerciaux réguliers, même s'ils ne sont pas certains, sur la table, en échange d'une somme rondelette et surtout d'une révision en profondeur, de son rôle. On parle souvent de conflit d'intérêts potentiels autour de cet actif. Le vrai conflit d'intérêts potentiel aujourd'hui, il est que l'État est partout. L'État est à la fois à la caisse et à l'entrée, à la sortie, il gère la sécurité, il gère le trafic aérien, mais il gère aussi et bénéficie des recettes commerciales. Il est temps d'arrêter ça et de s'assurer qu'effectivement l'État fait ce qu'il doit faire, et c'est prévu. Tous les pouvoirs régaliens sont évidemment non seulement assurés, mais renforcés, et qu'il arrête de faire ce qu'il ne doit pas faire, gérer des boutiques commerciales. Alors parmi ce que moi j'ai tendance à appeler des contre-vérités qui ont été évoquées, ADP est aujourd'hui un leader mondial. ADP consolidé, c'est aujourd'hui un leader mondial en quantité, en termes de nombre de voyageurs. Vous reconnaîtrez tous avec moi que la quantité n'est pas nécessairement toujours un gage de qualité. En l'occurrence, quand vous interrogez les grands voyageurs internationaux sur la qualité de service d'ADP, Charles de Gaulle est 37e et Orly est bien plus loin. Si on veut développer ADP, ça a été dit par un certain nombre d'entre vous et ça a été rappelé par la rapporteure, pour le mettre au niveau des plus grands aéroports mondiaux, de manière à s'inscrire dans la compétition internationale, de manière à faire de la France, de l'Île-de-France et de Paris des champions mondiaux de l'attractivité. Si on veut enfin que notre compagnie nationale soit aussi à la hauteur de la compétition internationale, il faut investir énormément dans les aéroports de Paris et on n'en a pas les moyens. Et donc il faut trouver d'autres moyens d'organiser ça en assurant la régulation, mais en assurant le développement de cet aéroport pour le remettre au niveau des standards internationaux de qualité. Alors ADP est un monopole. Non, ADP n'est pas un monopole, et ça a été aussi très bien rappelé. ADP est en concurrence avec les aéroports internationaux. ADP n'est pas en concurrence avec les aéroports locaux, et M. Decker, effectivement, il faut s'assurer que la privatisation d'ADP, non seulement ne conduit pas à la fermeture de ce que je qualifierais un peu exagérément de petites lignes, mais qu'au contraire, ça va les développer. Ça va les développer. Et ça, évidemment, c'est un des facteurs de succès. Plus on va attirer de voyageurs à Charles de Gaulle, plus ils vont rayonner à l'international, et plus, évidemment, on sera dans le gagnant-gagnant. Rien à voir avec Pacte. Ben si, la croissance et la transformation des entreprises, M. de Gourdeau, on est au cœur de ça. À la fois la croissance d'une grande entreprise française, la croissance d'une compagnie aérienne française, et vous connaissez suffisamment de chefs d'entreprise qui savent que s'ils veulent s'exporter, s'ils veulent que leurs marchandises partent de manière efficace et arrivent partout dans le monde, on a besoin d'un aéroport de classe mondiale. On n'y est pas encore tout à fait. Alors pour une fois, je vais être d'accord avec M. Ruffin. Est-ce qu'on peut apprendre de nos erreurs? La réponse est oui, on doit le faire, et c'est exactement ce qu'on fait ici. La manière dont on envisage la régulation d'Aéroports de Paris suite à cette cession d'actifs n'a rien à voir avec la manière dont elle a été organisée pour les autoroutes. Alors vous faites partie avec votre voisin d'en face des deux groupes qui n'ont pas voté successivement les privatisations des 10 autoroutes. Donc je comprends que vous puissiez les critiquer, mais la réalité, c'est qu'on apprend de ces erreurs, que c'est l'État qui aura le dernier mot sur les tarifs, qui le gardera, et qu'on ne sera pas obligé, comme c'est le cas aujourd'hui, d'aller à genoux auprès de compagnies concessionnaires, négocier quelques oboles dans le cadre de crise que vous avez mentionné. On vend la vache laitière, les bijoux de famille, M. Molac est toujours là. Non, on vend une compagnie économique liée à l'activité économique qui a des hauts et des bas. Elle est plutôt sur un haut. Moi, en tant que vendeur, je préfère qu'on vende sur un haut plutôt que sur un bas. Mais n'oubliez pas que les dividendes d'un aéroport, ça va, ça vient. Entre 2008 et 2010, les dividendes ont baissé de 40%. En 2016, ils ont baissé de 15%. Si vous financez de l'innovation de rupture et que du jour au lendemain, vous dites « Désolé, c'est 40% de moins cette année », vous ne financez rien du tout. Actifs stratégiques versus entreprise économique, je pense que je l'ai dit, ça a été mentionné. Les collectivités locales peuvent être un apport important dans la gestion d'un actif stratégique de ce type, notamment pour appuyer la gestion des enjeux de riverains, mais pas seulement. Je pense qu'elles ont un intérêt à un aéroport international de qualité mondiale. De ce point de vue-là, je me félicite de quelques apports qui avaient été faits en commission au Sénat. Je regrette évidemment que tout ça ait été balayé par les débats en séance. En commission, le Sénat avait fait un certain nombre d'apports intéressants que nous reprendrons d'ailleurs avec la rapporteure dans le cadre de nos amendements de rétablissement. Je regrette évidemment que tout ça ait été balayé. Un cadeau, on fera de cadeau à personne. En tout cas, je l'espère bien. J'espère que tout le monde autour de cette table, il sera sensible.
L'objectif, évidemment, on n'est pas dans une république bananière, on est en France, c'est que ces processus soient transparents, clairs, rigoureux. On est aujourd'hui dans une logique où on souhaite que la France soit dans le concert des nations, un exemple de la qualité de ces processus, et je suis convaincu qu'on en est capable. Voilà, Madame la Présidente, les quelques contre-vérités que je souhaitais aborder avec vous. Merci Madame la Présidente. Je voudrais d'abord vous remercier tous pour la qualité des débats que nous avons sur ce sujet de la privatisation d'ADP. Je pense que ça mérite d'avoir ce débat au fond et c'est bien que chacun puisse exposer ses convictions sur ce sujet. Elles sont toutes respectables. Et je vais vous faire part des miennes et du sens que nous donnons à cette opération de privatisation d'Aéroports de Paris. D'abord, dans quel cadre général est-ce que se place cette décision? Dans le cadre de la volonté, qui est la mienne et celle du gouvernement, de redéfinir dans l'économie française la place respective de l'État et de l'entreprise. Et c'est bien au cœur de Pacte que de redéfinir la place respective de l'État et de l'entreprise. J'estime que le rôle de l'État, c'est les grands services publics, c'est la défense de l'ordre public économique, ce qui m'amène à agir fortement sur un certain nombre de fermetures d'usines quand je l'estime nécessaire. Et c'est évidemment la défense d'intérêts économiques stratégiques liés aux activités militaires ou nucléaires, par exemple. Le rôle de l'entreprise, lui, c'est évidemment de générer des profits, de créer des emplois, mais c'est aussi de développer une raison d'être et de participer à la défense de l'environnement, à la lutte contre le réchauffement climatique, à l'intégration des personnes les plus fragiles, à l'intégration des personnes en situation de handicap, et je redis à quel point j'attache de l'importance à la raison d'être qui figure dans le Code civil et qui figure dans ce projet de loi Pacte. Il y a donc derrière une ambition, au sens noble du terme, politique, de redéfinition de la place respective de l'État et de l'entreprise dans notre économie. De ce point de vue, qu'est-ce que nous privatisons? Est-ce que nous privatisons un monopole? Ça a été très bien dit par Charles de Courson et par d'autres. Peut-être qu'il y a 15 ou 20 ans, nous aurions pu dire qu'ADP était un monopole. Mais ADP n'est plus un monopole, maintenant que des hubs existent qui concurrencent la desserte d'ADP. Que ce soit en Europe avec Francfort ou Heathrow, ou que ce soit dans les pays du Golfe pour les grandes traversées internationales. Est-ce que c'est une entreprise stratégique? Non. La frontière est stratégique. L'entreprise est commerciale. Est-ce que c'est un outil de souveraineté? Non. La frontière est un élément de souveraineté. L'entreprise elle-même, ADP, quand on la regarde, quand on regarde son compte de résultat, est d'abord une entreprise commerciale. Le résultat opérationnel courant d'Aéroports de Paris, pour qu'on sache exactement ce que nous privatisons comme entreprise. Entreprise qui, je le rappelle au passage, a déjà 49% d'actionnaires privés. Ce n'est pas comme si nous avions une entreprise qui était détenue à 95% par des fonds publics. Il y a déjà 49% d'actionnaires privés dans ADP. Mais quand je regarde le résultat opérationnel courant de l'entreprise pour savoir exactement quelle est l'activité de cette entreprise et voir ce qui se cache derrière les grands mots de stratégique, service public, outils de souveraineté, 26% du résultat opérationnel courant, c'est l'activité aéroportuaire. 39% du résultat opérationnel courant, ce sont les activités commerciales, hôtels, parking, boutiques. 16%, c'est l'immobilier. 18%, c'est le développement international. Donc dans ce résultat opérationnel courant, si je retire des activités aéroportuaires, qu'on pourrait d'ailleurs considérer comme commerciales, mais admettons qu'elles ne soient pas commerciales, 74% de l'activité, c'est du résultat commercial. Donc je veux vraiment insister là-dessus pour savoir de quoi on parle. Et quand on me dit privatisation stratégique, je me permets de regarder un petit peu en arrière. On a beaucoup parlé des autoroutes et j'y reviendrai. On a un peu moins parlé des privatisations, cher Boris Vallaud, de 1997 à 2002. On a privatisé France Télécom. On aurait pu considérer qu'un opérateur de téléphonie, c'était absolument stratégique pour l'indépendance de la nation. Mais de 1997 à 2002, ça a été privatisé. On nous dit aujourd'hui, je vous laisse vos commentaires, je fais simplement des remarques qui sont objectives et factuelles. Air France a été privatisée entre 1997 et 2002.
Donc je le dis à ceux qui nous reprochent aujourd'hui d'avoir KLM qui rentre au capital et qui nous disent mais Air France est une compagnie absolument stratégique. Dans ce cas-là, si elle était si stratégique que cela, il ne fallait pas la privatiser de 1997 à 2002. Et je vais donner un dernier exemple qui est sans doute beaucoup plus intéressant parce que moi je ne conteste pas ces choix et j'estime que les choix qui ont été faits à ce moment-là étaient plutôt judicieux. Mais s'il y en a un qu'on peut critiquer, c'est même pas Air France. C'est même pas France Télécom. C'est Eramet. Parce qu'au moment où nous sommes, et j'y reviendrai là aussi tout à l'heure, une des activités les plus stratégiques, celle qui est stratégique pour la Chine, celle qui est stratégique pour les États-Unis, c'est la maîtrise des minerais précieux et des métaux rares, qui sont vitaux pour les technologies d'avenir, vitaux pour les batteries, ions, lithium, liquide ou solide. Si c'était si stratégique que ça, les métaux rares, il ne fallait pas privatiser Eramet. Ça a été fait entre 1997 et 2002. Qu'est-ce qui est stratégique, je le redis, dans l'aéroport de Paris? C'est la frontière qui continuera à être contrôlée de la même manière. Ensuite, pourquoi est-ce que nous privatisons, maintenant qu'on a regardé ce que nous privatisions exactement? Pourquoi est-ce que nous privatisons? Ça a été très bien rappelé par le président. Et là, je voudrais dire un mot sur ce qui a été dit très judicieusement par Charles de Courson et Laure de la Raudière. La première raison, c'est de prévoir et faciliter le développement international d'aéroports de Paris pour en faire un leader mondial de l'aéroportuaire, améliorer la qualité de service de l'aéroport de Paris et permettre cette stratégie de développement. Et je suis totalement ouvert à ce que nous réfléchissions à la manière dont cette stratégie de développement se fait conjointement entre Aéroports de Paris et la compagnie nationale Air France. En deuxième lieu, nous privatisons pour participer au désendettement, même si c'est modeste. Et enfin, nous privatisons pour financer un fonds pour innovation de rupture que lui, j'estime absolument stratégique. Alors on me dit, mais c'est totalement inutile, ce fonds pour innovation de rupture, il suffisait de prendre les dividendes comme si ces dividendes étaient garantis ad vitam aeternam. C'est faux dans le passé, et je pense que c'est incertain dans l'avenir. C'est faux dans le passé, puisque en 2018, vous prenez tous ce chiffre, 173 millions d'euros de dividendes, mais enfin si on remonte un peu plus loin, en 2014, c'était 92 millions, et en 2011, c'était 78 millions, avec des variations qui peuvent être jusqu'à 20% d'une année à l'autre, en fonction de la situation du trafic aérien. Et je pense que c'est très incertain pour l'avenir. D'abord parce que la part de risque qui est liée à l'incertitude sur le trafic est forte. En deuxième lieu, parce que vous réclamez tous ici, de manière d'ailleurs tout à fait légitime, une fiscalité sur les kérosènes aériens. En disant, il n'est pas légitime que le diesel routier soit taxé, mais que le kérosène aérien ne soit pas taxé. Ça risque fortement de dégrader les résultats et des compagnies aériennes et des grands hubs aériens. Enfin, la prise de conscience du coût environnemental du passager aérien peut aussi avoir un résultat et un impact sur le résultat des grandes infrastructures aéroportuaires. Donc personnellement, je ne parierai pas sur le maintien de dividendes structurellement élevés et certainement élevés à l'avenir, alors même que pour financer l'innovation de rupture, nous avons besoin de certitudes et de revenus absolument réguliers. Parce que ce qui est stratégique, ce n'est pas les activités du XXe siècle. Ce qui est stratégique, c'est de financer les activités du XXIe siècle. Le rôle de l'État stratège n'est pas de toucher des dividendes sur des activités du XXe siècle, c'est de financer des activités du XXIe qui feront la différence entre les nations qui gagnent et les nations qui perdent, entre les nations vainqueurs et les nations vaincues. Et j'estime indispensable aujourd'hui de dégager des moyens financiers importants, réguliers et sûrs pour l'intelligence artificielle, pour le stockage des données et pas pour les boutiques ou les hôtels de luxe. Alors pourquoi vendre maintenant? On me dit, on ne vend pas sa vache de concours. Moi, personnellement, pardon, mais si je reprends ma casquette de ministre de l'Agriculture, je pense qu'il vaut mieux vendre sa vache quand elle produit son meilleur lait et pas lorsque la vache est tarie. Il n'est pas de mauvaise politique que de privatiser quand les cours sont hauts et que l'entreprise se porte bien, parce que c'est là que l'entreprise rapporte le plus au trésor public et donc aux contribuables. Alors j'entends vos inquiétudes, et je veux y répondre, et j'ai toujours dit depuis le début de nos discussions que je souhaitais que nous profitions de cette deuxième lecture pour améliorer le texte. Et moi je suis prêt à améliorer le texte et à renforcer encore les garanties que nous apportons dans cette privatisation. Je ne suis pas sourd à vos inquiétudes et je ne suis pas sourd à vos critiques. Et donc si nous pouvons, dans ce texte, renforcer encore en deuxième lecture les garanties que nous apportons aux citoyens, à l'État,
à la nation, j'y suis prêt. Pour l'heure, ce sont 5 types de garanties que nous vous apportons. Le premier type de garantie, c'est une garantie de bonne gestion. La garantie de bonne gestion, c'est celle qui repose sur le maintien de la double caisse qui sépare les activités aéroportuaires des activités commerciales pour éviter que le boom des activités commerciales ne puisse financer des activités qui seraient moins compétitives. Je pense que c'est une garantie de bonne gestion importante pour l'infrastructure. En deuxième lieu, nous apportons des garanties de cession et d'exploitation avec un cahier des charges précis. Les clauses de ce cahier des charges, je suis prêt à vous les fournir si vous le souhaitez, pour que nous puissions discuter sur ces clauses du cahier des charges de manière précise et détaillée. Ce cahier des charges comporte d'abord des clauses sur les conditions de cession d'Aéroports de Paris. Ne pourront participer à la future cession des parts de l'État dans l'Aéroport de Paris que des acheteurs qui rempliront des conditions strictes de fonds propres, d'expérience dans le secteur du transport aérien, et j'ajoute ce troisième point qui est important, et dont vous comprendrez tout le sens, d'indépendance vis-à-vis des États. L'État français ne cède pas ses participations, ou une partie de ses participations, dans Aéroports de Paris, pour les redonner à un autre État, ou à une entreprise qui serait sous le contrôle d'un État. En deuxième lieu, dans ce cahier des charges, nous apportons des garanties sur les modalités d'exploitation. Car nous avons tiré, je le dis pour François Ruffin, toutes les leçons de la cession des autoroutes. Ce cahier des charges, il comportera des points précis sur le respect de l'environnement, sur les services, sur les emplois, ça a été rajouté à votre demande, c'est M. Peu qui avait rajouté des éléments là-dessus, sur la qualité du service aéroportuaire et sur le développement international. Il comportera également des garanties sur la présence de l'État avec un commissaire du gouvernement et des dirigeants qui seront agréés par l'État pour toutes les activités qui ressortissent de la souveraineté de l'État. Pour être tout à fait précis, le directeur de la sécurité d'Aéroports de Paris, quelles que soient les modalités de cession que nous choisirons, devra être choisi par l'État pour garantir qu'en matière de sécurité, les droits souverains de l'État, la protection des personnes, la sécurité des frontières, y compris dans une future structure privée, soient garantis par l'État et exclusivement par l'État. Cette garantie, c'est celle aussi qui est apportée par le contrat de régulation économique pluriannuel. Et je rejoins ce qui a été dit par certains députés de la majorité. Oui, les garanties après l'opération de privatisation sur les tarifs seront plus fortes après la privatisation qu'avant. Pourquoi ? Le contrat de régulation économique fixe les tarifs aéroportuaires. Et donc les tarifs que François Ruffin a soulignés à juste titre en rappelant l'opération des autoroutes. Ces tarifs fixés entre la Société Aéroports de Paris et l'État, les compagnies aériennes participent également à leur détermination, puisqu'elles participent aux réunions qui fixent ces tarifs. L'État, au titre de ce cahier des charges, aura le dernier mot sur les tarifs aéroportuaires. C'est lui qui, in fine, fixera les tarifs aéroportuaires. Et en deuxième lieu, pourquoi est-ce que les garanties sont plus importantes ? C'est que nous renforçons le rôle de l'autorité de supervision indépendante, qui donnera pour la première fois un avis sur le coût moyen pondéré du capital pour éviter justement l'effet d'aubaine qu'il y a eu dans le cadre des autoroutes et qui veillera au contrôle du respect du contrat de régulation économique pluriannuel. Pour faire simple, les tarifs, l'État gardera le dernier mot sur la fixation des tarifs aéroportuaires, le contrôle sera renforcé au titre de l'autorité de supervision indépendante. Ce sont donc des garanties solides, plus solides qu'aujourd'hui, que nous apportons dans le cadre de cette opération. S'agissant du cahier des charges, j'entends parfois certains dire « mais ce cahier des charges n'est pas contraignant ». Ce cahier des charges est soumis à contrôle et le non-respect des dispositions du cahier des charges pourra entraîner des sanctions qui sont fixées jusqu'à 2% du chiffre d'affaires de la compagnie. Le cahier des charges est donc strict, contrôlé et soumis à sanctions. Nous apportons également des garanties en termes de sécurité. C'est le troisième type de garantie que nous apportons. Garantie de bonne gestion, garantie de cession et d'exploitation, enfin, troisième lieu, garantie de sécurité. Nous allons maintenir évidemment le contrôle des frontières aux mains des forces de sécurité publiques. Les douanes continueront à être contrôlées par les douanes. Le contrôle des personnes et le contrôle des biens continuera à être effectué par les services publics. Et je rejoins ce que disait M. Viala.
Vous-même, vous disiez, mais à juste titre, qu'aujourd'hui, un certain nombre de contrôles sont effectués sur les bagages par des sociétés privées dans lesquelles, parfois, il y a des doutes sur les personnels de ces sociétés privées. Mais il me semble qu'aujourd'hui, l'aéroport de Paris est public. Donc si on veut renforcer la sécurité, je ne crois pas que ce soit lié à la privatisation ou non d'aéroports de Paris. Nous avons déjà le problème de sécurité aujourd'hui sur un certain nombre de personnels qui opèrent des contrôles sur les bagages. Or, Aéroport de Paris est public. C'est bien la preuve que le fait qu'Aéroport de Paris soit public ne garantit pas aujourd'hui la sécurité absolue sur l'infrastructure. En revanche, nous souhaitons pouvoir renforcer ces contrôles de frontières et de douane et les laisser strictement et rigoureusement aux mains de la puissance publique. Il n'y a pas de privatisation de la frontière, il y a la privatisation d'une société commerciale. C'est très différent. Enfin, nous apportons une garantie patrimoniale. C'est la 4e garantie que nous apportons. Puisque nous récupérons, au terme des 70 ans de concession, l'intégralité pour l'État des infrastructures d'aéroports de Paris. Alors que je le rappelle aujourd'hui, l'intégralité de ces infrastructures, dont vous avez rappelé, M. Vallaud, qu'elles étaient très importantes, appartiennent pour une durée illimitée à 49% à des acteurs privés. Eh bien, nous rétablissons un équilibre juste en prévoyant qu'au bout de 70 ans, l'État récupère l'intégralité et du foncier et des infrastructures d'aéroports de Paris. Vous demandez des garanties supplémentaires. Je le redis, je suis prêt à examiner de manière très constructive ces garanties supplémentaires et j'entends parfaitement les demandes qui me sont faites par des députés qui viennent de tous les groupes. Vous faites des demandes au titre des communes avoisinantes qui sont inquiètes sur l'augmentation du nombre de rotations, le bruit, le respect de l'environnement. Je comprends ces inquiétudes. Je rappelle qu'aujourd'hui, ce sont des dispositifs qui sont au mieux des dispositifs réglementaires. Je vous propose que nous étudions le renforcement de ces dispositifs et leur inscription dans la loi pour qu'elles prennent un caractère législatif. Voilà la proposition que je fais à Mme de Montchalin, à Mme Guévenoux et à Mme Park. Renforcer les garanties et les inscrire dans la loi. C'est bien la preuve qu'après cette opération, vous aurez des garanties plus fortes que celles qui existent aujourd'hui, notamment pour les riverains. Vous me demandez en deuxième lieu si les départements frontaliers ne pourraient pas participer à cette opération. Ma réponse est oui. Ma réponse est oui et nous allons l'étudier ensemble. Enfin, M. Decker me demande s'il faut apporter des garanties sur les lignes régionales. Ma réponse est oui aussi. Et nous allons étudier ensemble pendant le débat comment est-ce que nous pouvons garantir que les lignes régionales continueront à être bien desservies par Aéroport de Paris. Vous voyez, pour terminer mon propos, que nous avons, à mes yeux, une occasion de développer Aéroport de Paris à l'international et d'en faire un leader de la desserte aéroportuaire internationale, tout en désendettant l'État et tout en finançant les innovations futures. Bien, saisissons cette opportunité. Vous avez tous beaucoup employé cette expression que nous allions vendre les bijoux de famille. Moi, je crois que nous ne vendons pas les bijoux de famille, nous finançons les futurs joyaux de la couronne. Je vous remercie.